Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une invitée exceptionnelle, une psychologue clinicienne luxembourgeoise spécialisée dans les TSA et le TDAH. Elle est l'auteure de 2 livres numériques, le premier Gérer son anxiété autistique et le deuxième Le burn-out autistique, comprendre, connaître et agir, dont je vous mettrai les liens dans la description. Elle s'appelle Samantha Arisi et propose des thérapies cognitivo-comportementales spécialement pour les personnes TSA et TDAH dont les angoisses sont particulières. Elle utilise pour cela des supports visuels et va même aller jusqu'à s'adapter à vous et à votre intérêt spécifique, ce que je trouve vraiment très chouette. Son site est déjà une mine d'or en soi puisqu'il y a un blog dédié à l'anxiété spécifique au TSA et au TDAH et comment la traiter avec les TCC dont elle explique le déroulement. Elle dispose également d'une page Instagram pour les anglophones, parce que oui, en plus de ça, elle parle 4 langues, où elle publie régulièrement des conseils pratico-pratiques, comme cette petite infographie que j'avais trouvée très intéressante pour gérer les surstimulations. Je vous mettrai bien entendu tous les liens des réseaux sociaux de Samantha dans la description. Mais tout de suite, on va laisser la place donc à notre invitée pour laquelle je me suis habillée parce que j'ai quand même quelques codes sociaux. Je vais lui poser une première question qui est: Samantha, vous avez vu ma vidéo sur le TSA et TDAH. Je l'ai faite en néophyte. Je suis sûre qu'il y a du coup des petites choses à corriger et j'aimerais du coup avoir votre retour. Qu'en pensez-vous? Bonjour à tous. Merci Johanna de m'avoir invitée et merci pour cette très belle introduction à mon égard. Et voilà, je trouve votre blouse vraiment très belle. Alors, oui, en effet, j'ai visionné votre vidéo qui est vraiment très bien expliquée et très marrante. Voilà, il y a quelques points que j'aimerais préciser en fait. Donc, les médecins se basent non seulement sur le DSM, mais aussi sur l'ICD, qui est l'International Classification of Diseases. Et le DSM-5, c'est pas la version actuelle, mais c'est le DSM-5 TR. Donc, c'est une version révisée du DSM-5. Et voilà, les modifications les plus importantes concernent la présentation des symptômes à différents âges. Voilà, inclut des descriptions spécifiques aux adultes. Donc, pour ce qui est du TDAH. Pour ce qui est du TSA, le manuel reconnaît davantage les co-occurrences fréquentes, dont le TDAH fait partie. Et puis, il y a aussi les sensibilités sensorielles qui sont davantage soulignées, voilà, reconnaissant ainsi l'impact significatif qu'elles peuvent avoir justement sur le quotidien. Comme vous l'avez bien dit aussi, il existe une grande diversité de profils parmi les personnes ayant un TSA et ou un TDAH. Mais il est important de noter que les autistes peuvent avoir des routines strictes et être très ordonnés, mais c'est pas le cas pour tout le monde en fait. De même, l'hyperactivité, c'est pas toujours le cas chez tous les TDAH en fait. Et puis, quelque chose à distinguer, c'est aussi le stimming du fidgeting. Donc, le stimming, c'est souvent un comportement répétitif qui est utilisé pour s'autoréguler, tandis que le fidgeting, lui, est généralement associé à l'agitation ou à l'ennui. Le TDAH se caractérise par des difficultés à maintenir l'attention sur des tâches non stimulantes, mais les personnes peuvent démontrer une concentration intense sur des activités qui les passionnent. Donc là, on parle d'hyperfocus. Donc l'hyperfocus est plutôt associé au TDAH, alors que les autistes peuvent avoir des hyperfixations, mais elles ne durent pas nécessairement dans le temps en fait. Merci Samantha de m'avoir corrigé, comme ça c'est plus clair. Maintenant on va passer aux questions des internautes que vous avez été nombreux et nombreuses à nous poser. Premièrement, Laetitia fait remarquer qu'il est très difficile de trouver un personnel de santé qui soit spécialisé dans les deux. Généralement il y a des professionnels spécialisés TDAH, d'autres spécialisés TSA, ce qui rejoint la question concrète de Sun Moonstar qui se demande: est-ce que être aujourd'hui diagnostiqué avec les deux est quelque chose qui est ancré dans les mentalités, ou est-ce qu'il y a encore des préjugés même dans la profession? J'ajoute que ma propre fille a elle aussi reçu un diagnostic de TDAH qui a ensuite été invalidé par le CRA, qui a dit que tout ce qui était de l'ordre du TDAH était en fait plutôt son TSA. Qu'en pensez-vous? ont mis à jour ces critères diagnostiques et font donc que
voilà, il y a cette possibilité de la coexistence des deux. Mais bon, voilà, malheureusement, il existe toujours des préjugés et des lacunes dans la formation de certains professionnels. Recevoir des diagnostics contradictoires peut être très déstabilisant pour les familles. Il est important de consulter des professionnels bien formés et de considérer toutes les évaluations possibles. Merci. Petite question qui, là pour le coup, est de moi-même. Le DSM-4 rendait impossible le fait d'avoir les deux troubles. Quelles sont donc les découvertes concrètes qui ont fait que le DSM-5 peut maintenant faire apparaître qu'on puisse avoir les deux? Les découvertes en neurosciences et en génétique ont révélé que le TDAH et le TDSA partagent des similitudes dans leur structure et leur fonction cérébrale. Et ils ont aussi des gènes communs. Par exemple, des anomalies dans des régions du cerveau comme le cortex préfrontal peuvent affecter l'attention, mais aussi le comportement social. Et voilà, ces chevauchements ont conduit à une révision des critères, justement. Certains internautes, et je l'ai déjà entendu aussi, ont dit qu'en fait, le TDA n'existait pas en soi, qu'il y avait toujours un H, parce que le H pouvait être aussi une hyperactivité psychique. Qu'en est-il donc? Alors, le TDA sans hyperactivité est reconnu. C'est le TDAH à prédominance inattentive. Donc, dans cette présentation, les symptômes d'hyperactivité et d'impulsivité sont absents ou très minimes. Tandis que dans le TDAH à prédominance hyperactive impulsive ou le TDAH de type combiné, là, voilà, l'hyperactivité motrice, qu'elle soit physique ou mentale, est incluse. Alors, Yuga Pillon évoque la difficulté d'inhibition chez le TDAH qui peut le rendre plus fragile aux addictions. Question, est-ce que c'est le même processus pour les TSA et est-ce que le fait d'avoir un TSA et un TDAH rend encore plus fragile envers les addictions? Les personnes avec TSA sont particulièrement vulnérables aux addictions, oui, en raison de leur difficulté d'inhibition, mais aussi à cause de la recherche de sensations fortes. Chez les TSA, le risque d'addiction peut être influencé par l'anxiété, par exemple, ou les tentatives d'automédication. Donc, avoir les deux troubles peut aggraver ces risques, en effet, oui. Alors une question que tout le monde se pose, c'est comment est-ce qu'on fait un diagnostic dit différentiel? C'est-à-dire que vous, dans votre pratique, comment vous faites en tant que psychologue pour dégager ce qui a trait au TSA et ce qui a trait au TDAH? Alors, un diagnostic différentiel implique une évaluation complète et multidimensionnelle. Donc, on utilise des outils spécifiques, des entretiens et des observations cliniques qui sont très détaillés, voilà, pour distinguer les symptômes. Donc, on prend également en compte les bilans passés et les témoignages de l'entourage. Donc, c'est vraiment très précis. Et donc, selon vous et votre pratique, à votre avis, quelle est la prévalence aujourd'hui des personnes cumulant à la fois un TSA et un TDAH? Les études estiment qu'environ 30 à 50% des personnes avec un TSA peuvent avoir également un TDAH. Mais voilà, dans ma pratique clinique à moi, j'observe souvent une prévalence plus élevée, entre 60 et 80%. Mais voilà, ça peut être dû à la sévérité des symptômes. Voilà, les personnes qui viennent consulter, la plupart du temps, ont plus de difficultés. Donc voilà, il y a un biais de sélection aussi. Et puis, avec mon approche diagnostique détaillée, bien sûr que je vais détecter plus ces deux conditions. Alors, autre question de moi-même, mais je pense que beaucoup se la posent. Est-ce que le fait d'avoir les deux troubles a un effet stabilisant, c'est-à-dire l'un essayant de contrecarrer l'autre, ou est-ce qu'au contraire, c'est un effet déstructurant, c'est-à-dire l'un faisant opposition à l'autre? Alors, l'effet combiné du TSA et du TDAH varie d'une personne à l'autre, en fait. Pour certains, les symptômes peuvent se contrebalancer, alors que pour d'autres, ils peuvent entraîner des défis supplémentaires. Un soutien approprié est vraiment nécessaire ici. Donc, ce qui permet de stabiliser les effets. Mais s'il n'y a pas ce support, ça peut être très déstructurant, en fait. Enfin, Oseyo nous demande s'il est possible de vous consulter par visio pour un diagnostic. Alors, pour un diagnostic complet, il est nécessaire d'avoir une évaluation du QI. Voilà. Et ça, si on le réalise chez moi, ça doit être en personne. Mais vous pouvez tout à fait effectuer cette évaluation chez un psychologue proche de vous et puis partager les résultats avec moi. Donc, voilà, ce qui va permettre de compléter et de faire le bilan
chez moi. Donc les questionnaires et tout ça, le reste peut se faire via Zoom. Je vous remercie énormément, Samantha, d'être venue m'aider pour cette pédagogie sur le TSA et le TDAH. Et je sais que pour vous aussi, c'est essentiel d'informer les gens sur ce sujet. Donc, merci beaucoup de votre expertise. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux et très intéressant. Voilà, je vous souhaite encore bonne continuation et peut-être à très bientôt. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Ça faisait longtemps que je l'ai pas dit, mais un petit abonnement, ça fait plaisir. Un petit pouce en l'air aussi, ça redonne des petites cuillères. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.